Dialogue national et inclusif, le débat qui divise la classe politique. L'opération d'assainissement de la ville-province de Kinshasa par le service national qui dirige le général Kassongo Kabwik. Véritable solution ou une réponse temporaire à un problème chronique. Deux grandes thématiques que nous allons aborder dans cette émission face à l'élite avec notre invité d'aujourd'hui, notre élite d'aujourd'hui à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Roger, et bonjour à tous les téléspectateurs. Monsieur Lubeme, vous êtes de l'IDPS Kibassa Maliba, vous êtes en cadre. Et c'est la première fois de vous recevoir dans notre émission face à l'élite et vous êtes notre élite d'aujourd'hui. C'est un plaisir et de partager le plateau avec vous. Voilà, les actualités, comme je l'ai annoncé au début, nous allons parler de cette question du dialogue national, l'opération d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Mais avant d'aborder ce sujet, j'ai une question importante, à savoir, quand vous regardez, vous observez l'évolution de la politique en RDC aujourd'hui, quel est votre premier constat? Allons-nous dans la bonne direction ou allons-nous dans la mauvaise direction? Vous savez, une nation n'évolue pas toujours dans les eaux stables. L'évolution d'une nation, des fois, il peut y avoir des contradictions à chaque fois. Moi, je pense que la démocratie se renforce de plus en plus dans notre pays. Il y a de plus en plus la liberté d'expression. Il y a de plus en plus des actes démocratiques dans notre pays. Bien évidemment qu'il y a des efforts à faire, mais nous continuons d'évoluer et d'aller dans cette bonne voie, malgré la situation de l'Est, qui est une situation épineuse dans la politique de notre pays et qui nous ramène un peu en arrière, 100 ans en arrière, mais nous espérons que nous allons terminer cette guerre et le pays va continuer à évoluer normalement. Voilà, c'est juste le décor qui a été déjà planté. Nous allons maintenant prendre cette question du dialogue national. Déjà, vous êtes pour, parce que vous êtes de la majorité. Aujourd'hui, cette question divise les Congolais, divise surtout la classe politique. Quel est votre point de vue, d'une façon générale? Commençons par là. Déjà, étant qu'Africains, nous sommes habitués au dialogue. C'est l'arbre à palabre depuis nos cultures. Donc, le dialogue est une question culturelle pour nous, Africains. Et quand nous interrogeons l'histoire de notre pays, nous savons que tous les grands conflits ont généralement été résolus pas vraiment par la force, c'est les dialogues qui ont toujours intervenu. Donc je suis pour les dialogues, mais le problème n'est pas les dialogues. Le problème, c'est les acteurs du dialogue. Les acteurs du dialogue. Ouais. Déjà, avant de parler des acteurs du dialogue, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant les dialogues? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Je pense que la plus grande importance, ça ne veut pas de dire pourquoi maintenant, la plus grande importance serait de dire quels sont les objectifs de ces dialogues et c'est pour quelle fin. C'est ça la vraie question à se poser. Moi, je me dis, oui, il y a aujourd'hui nécessité de dialoguer, mais avec qui? Nous savons que les situations actuelles, par exemple la persistance de la guerre à l'est de notre pays, est une situation épineuse, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a les besoins des réformes institutionnelles dans notre pays qui engendrent des tensions politiques et qui ont poussé un peu notre pays à aller au dialogue. Mais les dialogues n'est pas une fin en soi. Les dialogues est une voie qui peut amener à une résolution des crises. Maintenant, la crise, il faut bien l'identifier. La crise aujourd'hui, c'est la situation à l'Est. Mais lorsque nous partons dialoguer, c'est pour... La crise aujourd'hui, c'est la situation à l'Est, et plutôt il y a aussi une crise sociale. Qu'est-ce que vous appelez crise sociale? La vie sociale des Congolais, bien sûr. Non, mais ça, c'est pas une crise. Ça, c'est une situation dans notre pays. Vous savez, la situation sociale, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre du jour au lendemain. C'est un problème qui se résout progressivement et dans plusieurs secteurs. Ce n'est pas un secteur qu'on appelle social. C'est plusieurs secteurs. C'est la situation des plusieurs secteurs qui, à l'ensemble, influence les sociales des Congolais. Donc ça, c'est un problème à résoudre progressivement et c'est pour ça que nous avons des institutions en place. Mais donc, on ne peut pas appeler ça crise. La crise, c'est la guerre à l'est du pays. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est ça les problèmes à résoudre. Maintenant, il faut aussi savoir que on est pour les dialogues, mais pas à n'importe quel prix. Nous aimons les dialogues, nous sommes d'accord, mais pas à n'importe quel prix. Mais pas avec n'importe qui. Pas n'importe avec qui. Là, vous parlez des acteurs qui vont prendre part
à ce dialogue. Déjà, dans le mot dialogue national inclusif, le mot inclusif crée déjà un débat. Je suis déjà de réaction là-dessus parce que quand on parle de l'inclusivité, mais en même temps, vous voulez que d'autres personnes, d'autres acteurs qui sont les acteurs principaux de la crise à l'est de l'RDC ne prennent pas part à ces dialogues. Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même une contradiction là-dessus? Non. Avec les acteurs qui sont à la base de la crise à l'est du pays, il y a déjà un dialogue qui est établi. Il y a les dialogues du Doha. Donc ça, ce sont les gens qui ont causé la guerre, qui causent les morts dans notre pays. Donc il y a déjà un cadre là-dessus. Maintenant, la crainte ici, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas qu'on commette la même erreur que nous avons commise en 2002-2003 avec les dialogues inclusifs des Sun City. C'était quelle erreur? L'erreur dans cette guerre, c'était que nous avons lavé les criminels des guerres. Nous avons lavé tous les chefs des guerres qui ont tué, massacré notre population sans aucune justice derrière. Parce que qu'est-ce qui a changé? Parce que l'objectif reste le même objectif, non? Vous cherchez la paix à l'est de l'RDC. C'est vrai, on a eu la paix en 2002, mais cette paix nous a rattrapés aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes encore dans cette situation, c'est parce qu'à travers ces dialogues des 2002, nous avons fait entrer un cheval de Troie dans notre appareil gouvernemental, c'est cheval de Troie qui nous a détruit de l'intérieur, qui a fragilisé notre appareil sécuritaire, ce qui fait aujourd'hui que notre armée a eu du mal à combattre l'ennemi. Parce qu'en 2010, nous avons fait un cheval de Troie. Nous avons accepté, malgré tout, de dialoguer avec tout et n'importe qui. Et toutes ces personnes sont venues au dialogue pour se laver, sans aucune justice. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui ont fragilisé notre armée. Si tu regardes aujourd'hui, la plupart des acteurs de la guerre à l'Est aujourd'hui, mais la majorité et plusieurs sont des gens qui ont participé au dialogue intercongolais des Sun City. Si tu prends aujourd'hui Nyarugabo, qui est acteur principal de cette guerre à l'Est du pays, c'est lui qui mobilise la population, c'est lui qui est sur terrain. Mais ce monsieur a été dans notre appareil gouvernemental, a été dans notre parlement. Il a défendu ses intérêts de l'intérieur, c'est comme ce que je disais. Nous avons pris un cheval de Troie à travers ces dialogues. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Et c'est pour cela que le chef de l'État se bat pour ne pas retomber dans la même situation. Aujourd'hui, tous les criminels des guerres, il faut que la justice s'applique. On ne doit pas, les dialogues ne doivent pas être utilisés comme une blanchisserie des criminels des guerres. Nous avons dialogué en 2002-2003. Certains chefs de guerre, je parle des chefs militaires et politiques, chefs de guerre, ont continué à garder leur influence dans les zones où ils étaient criminels. Maintenant, cette fois-ci, en étant militaires officiels de notre armée. Un criminel qui a tué et détruit dans un village, il revient général des FRDC dans les mêmes villages. Vous voyez, ça, c'est un problème que nous devons absolument éviter cette fois-ci. Oui, nous voulons les dialogues, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Et sinon, quels sont les profils, selon vous, des acteurs qui vont prendre part à ces dialogues? Premièrement, tous ceux qui ont tué les Congolais ne doivent pas participer à ces dialogues. Ça, c'est aussi clair. Vous voulez la paix? Comment vous allez l'obtenir lorsque Nanga se trouve à l'est, lorsque Nanga se trouve à l'est, Goma et Bukavu se trouvent, c'est lui qui est là-bas en fait. Comment vous allez trouver? Nous ne devons pas sacrifier la justice parce que nous voulons la paix. La paix, on peut l'obtenir soit par la force, soit par les dialogues. Donc nous voulons la paix avec les acteurs internes. Nous voulons aussi la justice pour nos morts. Nous voulons aussi la justice. Nous voulons que cette situation serve de leçon pour que, vous savez, monsieur Roger, on ne doit pas être ici lorsque votre véhicule est cogné par quelqu'un, vous partez prendre les armes pour faire la guerre, pour vous faire justice. Non, la justice doit être équitable. Il ne faut pas à chaque fois récompenser les seigneurs des guerres à travers les dialogues. Parce que c'est un peu l'habitude. Quand vous regardez nos acteurs politiques, ils utilisent les dialogues pour deux objectifs. Les criminels de guerre, c'est pour se faire justice, d'abord. On les touche. Les acteurs de l'opposition et de la majorité en même temps.
je ne vois pas où vous voulez en venir, les acteurs de l'opposition. Quand vous avez On parle des dialogues aujourd'hui. Vous parlez des acteurs politiques qui Oui, disent, je parle des acteurs politiques. Aujourd'hui, ceux qui ont fait la rébellion, c'était d'abord pour se faire justice. Après, ils veulent les dialogues pour se laver. Deuxième élément, c'est que les acteurs politiques, même ceux qui n'ont pas touché les armes, veulent les dialogues pour se repositionner. On a déjà vécu ça avec l'accord des Saint-Sylvestre. L'accord des Saint-Sylvestre était venu, il y a eu un débauchage dès l'opposition et ces gens sont entrés dans les gouvernements, ils se sont repositionnés. Et plusieurs acteurs aujourd'hui cherchent les dialogues pour se repositionner politiquement. Et on ne doit pas utiliser les peuples jusqu'à ce niveau. Quand vous êtes à mal des positionnements, vous cherchez les dialogues, vous faites du bruit, vous descendez dans les rues, tout casser, pour que vous soyez repositionnés. Et on ne doit pas continuer avec ça. Et on parle des profils là. D'abord, il n'y aura pas ceux qui ont les sangs de Congolais dans leurs mains. Donc là, nous voyons Nanga et son groupe là, l'AFC M23. Parce qu'il y a déjà un cadre pour eux. Il y a déjà un cadre des Doha. Il y a un cadre de Doha, voilà. Et deuxième profil, c'est quoi? Non, ce n'est pas ici à moi de définir les profils. Nous sommes en train de réfléchir en tant que Congolais, et moi je pense que cette histoire de récompenser les chefs rebelles parce qu'ils ont pris les armes, ils ont tué les Congolais, doit s'arrêter. Et maintenant, il faut d'abord, comme nous avons déjà mis en place un cadre de Doha pour négocier avec ceux qui sont acteurs de cette rébellion, mais je ne vois pas l'intérêt de les réinsérer encore dans ces dialogues. Ça sera double usage. On a déjà un dialogue avec eux. Ici, maintenant, il faut regarder les tensions politiques persistantes en interne et voir comment est-ce que nous pouvons nous asseoir et résoudre ces problèmes. Nous avons suivi l'opposition qui n'est pas d'accord avec votre position de ne pas, de ne pas laisser ceux, les gens de l'AFC M23, les rebelles, de prendre part à ces dialogues. L'opposition veut à ce que tout le monde prenne part, les acteurs prennent part. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'opposition est porte-parole des rebelles? Si l'opposition n'est pas porte-parole des rebelles, que l'opposition s'est contente de ce que nous allons faire avec l'opposition. Les rebelles, nous avons déjà un cadre pour eux. L'opposition n'est pas porte-parole de la rébellion, à ce que je pense. Et sinon, les résultats. Parce que la population congolaise attend les résultats. Vous savez, le problème, c'est comme ça que je dis, il faut commencer par bien identifier le problème. Parce qu'il y a une confusion avec la convocation de ces dialogues. Tous les Congolais souhaitent ardemment la fin de cette guerre. Mais la fin de cette guerre, nous n'allons pas l'obtenir en dialoguant avec les opposants. Dis-moi, par quelle magie négocier avec Sesanga ou Fayulu va automatiquement mettre fin à la guerre de l'Est, à moins qu'ils soient, eux, les agents du Rwanda? À ce que je sache, ils ne les sont pas. Maintenant, par quelle magie dialoguer ici à Kinshasa avec Monseigneur Ambongo, Sesanga, Fayulu, doit automatiquement mettre fin à la guerre de l'Est? Je ne vois pas. Si nous partons négocier ou dialoguer avec les acteurs internes, c'est justement pour une décrispation des tensions politiques que nous avons connues. Ça n'a rien à voir avec l'Est. Si c'est dialoguer avec eux résolverait les problèmes de l'Est, ça veut dire qu'ils sont agents du Rwanda. Mais à ce que je sache, non. Donc, d'abord, avec eux, c'est un problème des tensions politiques. Parce que nous avons besoin des réformes institutionnelles dans notre pays et certains estiment que nous ne devons pas les faire. Comme ça, et tant que Congolais, nous pouvons nous mettre ensemble pour résoudre ces problèmes-là des tensions politiques en interne. Ça, c'est un. Des deux, pour les problèmes de la paix que tous les Congolais attendent, il y a un cadre défini et nous sommes en évolution avec les cadres de Doha, des discussions avec ceux qui ont créé ces conflits. Parce que pour résoudre ces conflits, il faut uniquement dialoguer avec ceux qui ont créé la tension. Et il y a déjà un cadre pour ça. Et en cas d'échec de ce dialogue, en fait, je ne vais pas apparaître comme prophète de malheur, mais en cas d'échec de ces dialogues, quelle sera la prochaine étape?
nous n'en sommes pas encore là, donc voyons voir comment est-ce que les choses vont évoluer. J'espère qu'il n'y aura pas d'échec, j'espère qu'il y aura une évolution. Nous sommes quand même des Congolais, on peut savoir se mettre ensemble et discuter. Les Congolais n'oublient pas, vous savez, il y a eu des dialogues dans ce pays, ce ne sera pas le premier dialogue, mais le dialogue qui, malheureusement, je ne sais pas, on se pose la question, les résultats ou les conclusions de ces dialogues-là ne pas mises en pratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les acteurs changent après les dialogues ou qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne marche pas? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, il faut bien identifier les acteurs. Parce que les problèmes, ce n'est pas les dialogues, c'est ceux qui participent au dialogue, les objectifs et les résultats qui en découlent. C'est souvent à ce niveau que nous pêchons. Donc, aujourd'hui, je pense que, comme je l'ai dit au départ, dialoguer, oui, mais pas à n'importe quel prix et pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui. Alors, je crois peut-être une dernière question sur ce point de dialogue national, parce que nous allons prendre aussi la question ce qui concerne l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, l'opposition, en fait, a donné un ultimatum au président de la République de se présenter, sinon il risque de se mettre encore de marcher, parce que eux qui avaient Bacha Kinasé. Mais aujourd'hui, en tout cas, avec cette loi qui a été validée à la Cour constitutionnelle, ils ont donné un ultimatum au président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez sur ces? Je pense que c'est une grave erreur que l'opposition puisse donner des ultimatums au chef de l'État aujourd'hui. C'est une grave erreur. Parce qu'après l'ultimatum, ils vont faire quoi? Ils vont se mettre dans la rue, comme ils l'ont bien dit. Déjà d'habitude, se mettre dans la rue, toutes les manifestations de l'opposition, il n'y a aucune manifestation qui a totalement réussi. Ils sont en perte de vitesse. Donc, aucune totalement réussi, non. Totalement réussi, non. Mais parce que mais qu'est-ce que vous appelez que non, le pouvoir, qu'est-ce que vous appelez qu'est-ce que vous appelez réussite des manifestations de l'opposition? Lorsque ça paralyse la ville-province de Kinshasa, ce n'est pas... Attention, monsieur Roy. Attention, monsieur Roy. Je prends l'exemple du sit-in qui a été organisé. Vous avez vu, lors de ces sit-in, la population est arrivée, la police qui était bien organisée. D'abord, ces sit-in a été décidé d'organiser dans un lieu qui n'est pas idéal. L'autorité publique demande à l'opposition de l'organiser. Il n'a pas annulé, il n'a pas refusé parce que voilà, l'autorité publique en organisant la sécurité de la ville demande de les délocaliser. Ils veulent pas, pourquoi? Pour défier l'autorité et créer un chaos. Ils viennent, la police maîtrise la population, discute, organise les choses avec la population. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque les leaders, les problèmes, c'est les leaders de l'opposition qui se sont en perte de vitesse. Lorsque les leaders arrivent, ils instruisent aux jeunes d'aller combattre la police. Et c'est comme ça que les gens se sont retrouvés blessés et ainsi de suite. Donc, ne pense pas que lorsqu'il y a des blessés dans une manifestation, que cette manifestation réussit. Non, les blessés ne veut pas dire que la manifestation a été réussie. Les blessés, ça veut dire qu'il y a eu des inciviques à l'intérieur qui se sont manifestés aussi, et il y a eu confrontation entre la police et plusieurs inciviques qui nous ont vu aussi avec des machettes et ainsi de suite. Mais pourquoi d'abord qu'il y ait ce genre de confrontation? Et pourtant, l'opposition a son plein droit de manifester. Mais c'est que la ville n'avait pas refusé aussi. On avait laissé l'opposition à manifester, mais seulement pas devant le palais du peuple. On avait laissé l'opposition à manifester. Mais l'opposition, ayant déjà des pensées destructrices, ils ont refusé d'organiser leur manifestation à l'endroit indiqué. Ils sont venus manifester forcément devant le palais du peuple. On les a laissés manifester, mais pas là, à cet endroit. Et lorsqu'ils sont venus, je pense que la police et les services de sécurité qui étaient sur place a juste pris les dispositions pour que ces lieux ne soient pas envahis. Et ils ont discuté avec ceux qui étaient là. Il y a des vidéos. Malheureusement, lorsque les leaders sont arrivés, leur intention était destructrice. C'est de créer du désordre pour qu'il y ait des blessés, pour qu'il y ait des dégâts, pour que ça soit utilisé comme marchandise politique. Vous avez vu? Parce que eux, blessés, ça veut dire marchandise politique. Montrer à la communauté internationale, montrer à la communauté nationale pour dire que voilà ce qu'ils sont en train de nous faire. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, nos chers internautes, parce que vous nous suivez de partout. L'émission, c'est Face à l'élite et notre élite est là.
avec qui nous discutons ce sujet, ces thématiques qui fait de l'actualité, qui est à la une aujourd'hui. Nous avons parlé du dialogue national. J'espère que vous avez noté plusieurs points parce qu'il a bien expliqué. Et nous allons maintenant parler de l'assainissement de la ville de Provence de Kinshasa. Aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous avez quitté votre maison pour venir parce que vous êtes véhiculé, comment vous trouvez la ville de Provence de Kinshasa? Est-ce nous avançons ou nous stagnons? Capitale qui était auparavant Kinshasa la Belle, aujourd'hui est surnommée Kinshasa la Poubelle. Il est bien évidemment clair que la ville de Kinshasa régresse. Ça, ce n'est à cacher à personne. La ville de Kinshasa régresse de plus en plus. La question de l'insalubrité est une question à prendre au sérieux, parce que la ville a perdu son habit datant de Kinshasa la Belle. Donc oui, effectivement, nous voyons que ça ne va pas dans la ville de Kinshasa. Ça ne va pas. Et c'est pour ça que le président de la République a fait recours au service national. Il a appelé le général Kassongo Kabik pour remettre cette ville, pour que la ville puisse récupérer sa plus belle robe. Et ça a créé quand même d'autres débats, des réactions par-ci par-là, voire notre capitale, une ville qui a déjà 2 gens qui s'en occupent, mais le président de la République n'a pas fait appel, n'a pas voulu peut-être rappeler au gouverneur Daniel Bumba de prendre soin de la ville. Il a fait recours au service national. Est-ce que ça ne crée pas des équilibres là-dessus? D'abord, je vais saluer les travaux de nos vaillants services nationaux. Partout là où ils passent, nous sentons qu'il y a des axes d'amélioration. Il y a de plus en plus de la propreté là où ils passent. Il y a de plus en plus l'évacuation des déchets encombrants dans la rue. Les déchets encombrants qui occasionnent souvent des inondations dans les caniveaux et tout ça. Donc c'est un travail à féliciter. Mais il faut savoir qu'appeler les services nationaux, c'était une question d'urgence. Ce n'est pas une question permanente, c'est une question d'urgence, parce que les chefs de l'État estimaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'amélioration dans cet angle-là. Donc il a fait appel à ces services. Moi, je ne vois aucun problème là-dessus. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est une solution qui n'est pas durable, parce que les services nationaux s'arrêtent à évacuer et à balayer. Évacuer et balayer. Mais aujourd'hui, ils ont quand même englouti le gouvernement provincial. Apparemment, on ne voit presque plus les agents de l'hôtel des villes. Mais l'hôtel des villes ne se limite pas seulement à évacuer et nettoyer les rues. L'hôtel des villes a toute une gouvernance à faire, mais justement, c'est là où se posent ces problèmes, parce que ça, c'est un problème structurel. C'est pas un problème qu'on peut résoudre à balayant et à évacuer. Ça, c'était une urgence. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est une urgence. Maintenant, il faut que la ville, de son côté, s'organise, parce que c'est un problème structurel. On est aujourd'hui en train de libérer les emprises publiques, chasser les mamans qui vendent dans la rue, devant les avenues et tout ça. Oui, mais vous savez que le problème de ces dames-là, d'abord, c'est un problème. Les dames ne vendent pas pour vivre, mais c'est pour survivre. Ces dames-là, c'est un problème où des survies. Lorsque les gens vendent dans les coins de la rue, c'est un problème de survie. Ça veut dire que même si vous les chassez aujourd'hui, demain ils vont revenir. Un être humain, quand il survit, c'est la dernière énergie qui sort. Ces dames-là, il y a des gens qui sortent. S'ils ne sortent pas, ils ne vendent pas. Chez lui, les gens ne vont pas manger. Et je ne vois aucun parent qui peut accepter de ne pas sortir, de ne pas vendre pour ne pas manger à la maison. Donc, il faut que la ville, maintenant, à ce niveau, prenne des dispositions. Si on ne veut pas que ces dames vendent au coin de la rue, il faut donner une solution de réchange. Et c'est à chaque fois ce que moi, je reproche à notre ville. Lorsque le gouverneur Bumba avait pris la disposition, la décision de contrôler tous les véhicules pour résoudre les problèmes d'embouteillage, qui était une décision complètement dingue,
Complètement dingue. Oui, oui, oui. Prendre la décision de contrôler les documents pour résoudre les problèmes d'embouteillage, ça n'a rien à voir. Donc, lorsqu'il avait pris cette décision, c'était pour empêcher les véhicules de sortir. Mais il n'avait aucune solution de réchange. Lorsque les véhicules vont fuir parce qu'ils seront contrôlés, quelle est la solution pour que la population continue à vaquer dans ses occupations? Aujourd'hui aussi, on chasse ces mamans dans les caniveaux, dans les artères principales, mais il n'y a aucune solution pour que ces mamans puissent continuer à vendre et continuer à vivre. Donc, à ce niveau-là, l'hôtel des villes, parce que les services nationaux, c'est limite à évacuer, l'hôtel des villes doit prendre des dispositions pour organiser, réorienter ces vendeurs à un endroit beaucoup mieux pour les permettre à continuer à vendre s'ils ne sont plus sur les artères principales. Donc, il faut organiser cela. Et c'est là où l'hôtel des villes n'organise pas. Ça, c'est un. Des deux, il y a l'incivisme de la population. Les comportements de la population, les comportements évoluent, mais il faut les cadrer avec des politiques publiques. Aujourd'hui, nous tous, hier, quand vous aviez besoin de vous procurer une bouteille d'eau, vous marchez jusqu'à devant une boutique, vous achetez dans la boutique. Mais aujourd'hui, nous voulons tout sur place et à l'instant T. Nous voulons obtenir tout sur place. C'est les comportements aujourd'hui, hein. C'est la société qui évolue. Maintenant, il faut que ces comportements soient encadrés par des politiques publiques. Il faut que la ville organise ça. Donc, si vous voulez acheter de l'eau, il faut qu'il y ait des endroits indiqués. Si vous voulez acheter la mangue, il faut qu'il y ait des endroits indiqués. Ce n'est pas que tu veux acheter une mangue, tu vas directement sur l'artère principale, tu trouves la mangue. Il faut savoir que je dois entrer ici pour aller acheter la mangue. Ça, c'est l'encadrement de la politique publique. Mais qu'est-ce que la ville fait pour organiser ça? La ville ne fait rien, malheureusement. Ah, on vous entend parler, en fait, vous insinuez que le gouverneur a fait, sa gestion était en désordre et que les services nationaux est venu pour lui corriger, de lui dire quoi faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas une politique publique dans la ville pour organiser et orienter la population et orienter tout ce dont nous condamnons aujourd'hui. Il n'y a pas une politique. Les services nationaux est venu pour résoudre la conséquence. Ça veut dire que comme il n'y a pas une politique publique, la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de déchets, il y a la saleté, il y a l'impropriété, il y a tout ça. Maintenant, au-delà de la conséquence, il faut résoudre la cause. Et ce n'est pas les services nationaux qui doivent résoudre la cause. C'est la ville qui doit résoudre la cause. C'est la ville qui doit mettre en place une politique pour organiser cela. Tant que la ville ne mettra pas la politique adéquate, mais les services nationaux vont continuer à faire ce travail, mais on va revenir toujours au point zéro. Et si aujourd'hui les services nationaux obtiennent les résultats visibles, cela ne risque-t-il pas de jeter en doute sur le bilan du gouverneur Daniel Bumba? Déjà critiqué d'ailleurs. Déjà, si les services nationaux obtiennent un résultat positif, ça ne sera pas pour une longue durée si la ville ne résout pas les choses. Ça sera une solution à courte durée. Ouais, ça c'est un. Mais déjà, l'effet d'avoir une solution, ça sera un problème pour les gouverneurs de la ville, parce qu'il n'a pas réussi à résoudre cela. Ça sera un sérieux problème. Je serais d'accord que ce ne soit pas les chefs de l'État, que ce soit les gouverneurs qui a proposé d'appeler l'aide du service national parce qu'il y a la main-d'œuvre. Les services nationaux, c'est un service de l'État qui est doté aujourd'hui suffisamment de la main-d'œuvre nécessaire, formée. Je serais d'accord que ce soit les gouverneurs qui interpellent, qui disent non, je n'ai pas la main-d'œuvre nécessaire, je fais appel au service national. Moi, je mets de la politique derrière, les services nationaux résout ces problèmes. Je serais d'accord. Mais ce n'est pas les gouverneurs qui a fait ça. C'est les constats du chef de l'État. Et ça doit être ridicule même pour les gouverneurs que ce soit les chefs de l'État qui viennent jusqu'à résoudre les problèmes de balayer la route. On l'a presque ridiculisé déjà, non? Parce que si ça s'est dit, Kasongo, Yemtu, Azobongsa, ville, province de Kinshasa, Daniel Bumba, vous savez qu'il y a toujours des critiques, même le président de la République l'a même dit. On le critique toujours depuis qu'il est là. Et ça, c'est pas le chasser d'une façon ou d'une autre. Vous savez, la ville de Kinshasa est le miroir de ces pays. Okay? Donc, c'est tout à fait normal que les gens, lorsqu'ils voient que les résultats ne suivent pas, de critiquer. Donc, moi, je ne peux pas condamner les gens qui critiquent. Ils ont raison. Parce que les gouverneurs, rappelez-vous, lorsque les gouverneurs battaient sa campagne pour être élus, il nous a fait de très belles promesses
pour la ville de Kinshasa. Moi, je me rappelle, je l'ai suivi une fois, qui nous disait, les moyens, ce n'est pas quelque chose qui lui manque. Il a dit ça. Donc, il a 2 moyens. Il a dit que la Kinshasa était une machine à cash et qu'il sait comment avoir les moyens nécessaires pour résoudre tous les problèmes de Kinshasa. Et oui, passer ces moyens-là. Mais justement, c'est ce qu'on attend. Alors, nous avons suivi le président de la RPT à Kanyama KCC, pour parler au bâtisseur de la nation d'ailleurs. Il a dit, il y a un mot que j'ai même lu là, j'avais écrit ici, il a appelé à ce que il a dit que il estime que la task force présidentielle ne peut pas à elle seule gagner cette bataille. Là, on parle bien de l'assainissement de la ville province de Kinshasa. Le bourgmestre et les citoyens sont désormais appelés à s'impliquer. Est-ce un partage des responsabilités ou la reconnaissance que le mécanisme mis en place ne tiendra pas? Non, mais ça, c'est clairement, comme vous avez dit, le partage des responsabilités. Et ça, c'est le travail du gouverneur, malheureusement. Ça, le gouverneur doit mieux organiser les bourgmestres pour que les bourgmestres, à leur tour, organisent mieux les chefs de quartier et les chefs des rues. Et ça, c'est les problèmes que la ville n'arrive pas à faire depuis un certain moment. Depuis un certain moment, la ville de Kinshasa, les gouverneurs, j'ai l'impression il cherche à avoir tous les mérites. Il cherche à faire tout à partir de l'hôtel de ville. Je ne vois pas comment est-ce que le gouverneur peut réussir à résoudre les problèmes des propriétés des avenues en étant dans son bureau à l'hôtel de ville. Il faut responsabiliser les bourgmestres. Il faut donner les moyens nécessaires aux bourgmestres pour que les bourgmestres organisent leurs quartiers, organisent leurs avenirs. Vous savez, si on doit réussir ces combats, il y a principalement 2 choses. Les bourgmestres doivent sérieusement travailler et la population doit sérieusement être éduquée. Éduquer la population ne veut pas seulement dire faire des panneaux, des banderoles pour dire « ne jetez pas ». Éduquer la population, c'est mettre des lois qui doivent encadrer les comportements de la population, okay, pour que la population marche selon les instructions établies. C'est aussi leur frapper, leur chicoter, comme nous les voyons dans de certaines vidéos par les services nationaux. Je ne soutiens pas l'effet de frapper les gens, mais je peux soutenir l'effet de mettre des mesures restrictives. Frapper les gens, c'est une situation que nous devons condamner. Mais il faut avoir des mesures restrictives. Moi, je dis, pourquoi pas mettre en place des situations où, quand on vous attrape dans cette situation, vous êtes obligé de faire des travaux forcés. Par exemple, c'est une solution. Vous voyez, comme je disais, les bourgmestres, c'est un point sensible dans la résolution de ces problèmes. Et on doit arrêter de nommer les oncles, les tantes, les petits frères, les neveux, les cousins comme bourgmestres. On doit réellement mettre en place des bourgmestres qui savent quelque chose et qui peuvent apporter quelque chose. Sinon, ça ne va pas marcher. Sinon, ça ne va pas marcher. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission Face à l'élite. Et vous êtes notre élite aujourd'hui. On ne peut pas se séparer sans lancer un petit message à la population quinoise, surtout sur cette question aussi d'assainissement de la ville province de Kinshasa. Comme nous venons de les soulever, les présidents veulent à ce que tout le monde puisse prendre conscience que nous, la capitale, nous appartient nous tous. Un petit message à la population quinoise. Le plus grand problème dans cette histoire d'assainissement, c'est l'incivisme de la population. Nous, population, nous sommes très inciviques. Donc moi, j'appelle, je vais faire ce message à Lingala, naobenga ba ndeko na ngai nyonso ya ba Congolais. Tozala na moi civisme muke, toyeba ko tosa biloko ya mboka na biso. Omeli mulangi na ya mai luka poubelle obwaka yango. Kobwaka yango na kaniveau te parce que lobby yo mutoko lela nini ekomeli yo soso. Et je vais appeler aux hommes de Dieu, les pasteurs, les religieux, d'introduire un tout petit peu la notion de civisme dans leurs prêches, dans leurs prédications. C'est important. Et j'appelle également aux partis politiques d'inclure la notion de civisme, et ça va commencer par mon parti même, UDPS Kibasa. Donc nous allons, voir comment commencer à organiser des sessions d'éducation civique pour nos membres et militants. Et j'appelle les hommes de Dieu, les hommes de l'Église, d'insérer de plus en plus les notions de civisme dans leurs prédications. Merci beaucoup, Dieu merci lui-même. Vous êtes notre invité d'aujourd'hui, notre élite d'aujourd'hui dans cette émission Face à l'élite. Merci. Vous êtes cadre à l'IDPS Kibasa Maliba. Alors, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois de vous recevoir dans cette émission Face à l'élite.
Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous avons parlé aujourd'hui d'une question du dialogue national. On veut savoir pourquoi maintenant. Nous avons aussi parlé de l'assainissement de la ville de Provence de Kinshasa par le service national. J'espère que vous avez compris que non, l'assainissement de la ville de Provence de Kinshasa, c'est le travail de tout le monde et nous sommes appelés en tout cas à prendre soin de cette ville. Au revoir et à la prochaine.